C'est l'histoire d'une toute petite compagnie qui aura fini par grignoter à la table des plus grands, c'est l'histoire de son fondateur Mike Richardson, c'est l'histoire de la maison d'édition Dark Horse Comics, fondée en 1986 et qui aura ouvert la voie à d'autres compagnies type Image Comics, qui naîtra en 1992, Jim Lee, Todd McFarlane, Mark Silvestri, Rob Liefeld, Eric Larsen, qui peu satisfaits des conditions de travail chez Marvel, décideront de claquer la porte et d'aller monter leur compagnie, à l'image de Dark Horse Comics. Ils ont véritablement ouvert la voie. Aujourd'hui, Image, ça fonctionne bien. C'est par exemple Invincible qu'on doit à Robert Kirkman. Enfin, c'est tout un tas de titres. Dark Horse est arrivé bien avant, la compagnie naît en 86. Mais avant ça, on remonte le temps. Au début des années 80, le 1er janvier 1993 exactement, c'est la date d'ouverture du premier magasin de comics de Mike Richardson, Pegasus Books, à Portland, dans l'Oregon. Il est né en 1950, donc vous faites le calcul, il a 30 ans à peine. La légende veut que ce soit à l'aide d'une carte de crédit prépayée de 2500$ qu'il a pu ouvrir ce magasin. Alors il faut parler un petit peu du marché du comic book à l'époque. Aux États-Unis, les comics sont partout. Mais littéralement partout, sauf dans les magasins spécialisés, qui existent alors assez peu. On trouve des comics dans les stations essence, on trouve des comics dans les supermarchés, on trouve des comics chez Walmart, un peu partout. Mais on ne trouve pas de comics dans des vraies librairies spécialisées dans ce média, et ça va commencer à arriver petit à petit. Donc Mike Richardson, il prend le train en marche, il ouvre sa petite boutique, qui va devenir très vite une belle enseigne. C'est une belle histoire et ça va aller très vite pour lui, parce qu'en 93, la petite chaîne compte alors 11 magasins, elle va être renommée Things, au pluriel Things from Another World, à l'époque 11 magasins sur 3 États, c'est juste une success story incroyable. Alors Mike Richardson, il y a été un petit peu à l'envie, c'est un passionné, il est passionné de comics, et très vite, il va organiser des dédicaces dans ces magasins, normal, il va faire venir des créateurs, des artistes, et c'est là qu'il va commencer à discuter avec eux. Il y a quelque chose qui va retenir son intérêt, c'est que beaucoup de ces artistes se plaignent de leurs conditions de travail. À l'époque, le marché du comics, le comics c'est partout, le comics se vend bien, mais on a deux mastodontes, c'est toujours le cas aujourd'hui, DC et Marvel qui bouffent un gros gâteau et qui le partagent alors avec personne, même pas avec leurs créateurs. Les artistes, scénaristes, dessinateurs ne touchent pas grand chose à l'époque, sont un peu des mercenaires. Ils sont payés au numéro pour leur travail, prends ton chèque et va-t'en. Ils vont toucher un petit peu sur les éditions collector, sur les compilations, les paperbacks, mais vraiment il n'y en a pas trop à l'époque, donc voilà, quand ils créent un personnage, rien ne leur appartient vraiment, et tout ça, ça commence un petit peu à leur déplaire. Mike Richardson, il sent un petit peu le filon, il se dit qu'il y a quelque chose à faire, et il a raison. Donc il va discuter avec certains de ses créateurs, qui ont alors un nom assez établi, et il va leur proposer un deal. En gros, il va leur proposer de lancer une petite revue, un petit comics, ce sera Dark Horse Presents, et il leur propose tout simplement au début de leur faire gagner 100% des profits générés par l'affaire. Donc en gros, lui, il veut juste que ce soit rentable, et il leur file tout ce que ça va leur faire gagner. On crée donc la maison d'édition Dark Horse, on est en juillet 86 quand sort Dark Horse Presents, le premier numéro. Et c'est un succès. On attend quelque chose comme 10 000 ventes, on en écoulera quelque chose comme 50 000 copies, c'est absolument extraordinaire, l'histoire est lancée. Alors Mike Richardson, c'est quand même un visionnaire, il a tout compris, il va commencer à faire venir des grands noms, et il va leur offrir un petit peu les clés de la maison, bah vas-y, crée ton truc. Donc on parle d'un partage plus équitable de la création, les mecs vont arriver, ils vont rester propriétaires un petit peu de ce qu'ils créent, donc on va parler de Frank Miller avec Sin City, quand même, de Concrete, de Paul Chadwick, The Goon d'Eric Powell, Hellboy de Mike Mignola, tout ça c'est chez Dark Horse, c'est Dark Horse qui les a lancés, et je suis sûr même qu'il y a tout un tas de films que vous avez vus, tout un tas de séries, tout un tas de projets que vous connaissez bien, vous ne savez même pas que c'est Dark Horse qui est derrière, mais par exemple The Mask à l'origine c'est une BD Dark Horse, donc imaginez un petit peu à quel point à un moment cet éditeur est devenu important. On peut penser à Time Cop, le film avec Van Damme, c'est une BD Dark Horse. Dr. Giggles, Dr. Rictus chez nous, c'est à la base une BD Dark Horse, tout comme Umbrella Academy. Donc Dark Horse est une véritable success story. Et Dark Horse ne prend pas de risques, ou plutôt prend tous les risques, parce que la maison d'édition fonctionne surtout avec des mini-séries, des séries un petit peu limitées, 4, 6 numéros, donc on prend pas trop de risques, et du coup on greenlight un petit peu des sujets plus personnels, des choses plus adultes, ça marche ou ça marche pas, quand ça marche pas, on les oublie, on les publie, et puis voilà, on passe à autre chose. Quand ça marche très fort, donc on les sort en édition reliée, on en sort des compilations, enfin bon bref, on fait marcher un petit peu le produit, et ça bien avant que des géants comme Marvel ou DC ne décident de lancer des lignes éditoriales un petit peu plus adultes. On pense à Vertigo chez DC ce sera seulement en 92, donc là encore on peut se dire que Dark Horse a bien ouvert la voie. Alors bien sûr, Mike Richardson, il a les yeux qui traînent un petit peu partout, il a bien l'œil sur les créateurs américains, mais il regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs dans le monde. Je vous l'ai dit, c'est un visionnaire, et il va se mettre à éditer aussi des mangas en même temps. C'est lui aux États-Unis qui édite le premier Akira,
Ghost in the Shell, rien que ça, Baby Cart, enfin Lone Wolf and Cub, donc Baby Cart chez nous. Donc véritablement, il fait carrément découvrir la culture japonaise et le manga aux Américains. Enfin bon bref, sans Dark Horse, il n'y aurait pas eu tout ça. Le coup de génie pour moi, c'est d'avoir racheté à un moment des licences cinématographiques. Très très vite. Vous imaginez quand même, je vous parle de Success Story, mais c'est complètement dingue de voir qu'un mec en 80 ouvre son premier magasin de comics, une petite boutique de comics, qu'en 86 il lance sa maison d'édition, en 88 il est en mesure de racheter les droits de succès cinématographique, et il va se mettre à racheter des droits, par exemple, de Terminator, Predator, Alien, Star Wars, enfin c'est complètement dingue, il va pas arrêter, et pour moi c'est là le coup d'éclat de Dark Horse, c'est ce qui m'a fait tellement rêvé quand j'étais gamin. Et il va pas se contenter de racheter les droits de ses licences pour donner ça à des tâcherons et capitaliser juste sur le succès des films. Non, il va vraiment vouloir faire plaisir aux lecteurs, vraiment respecter l'essence de ses films, et franchement, je vais vous le dire, je trouve qu'on n'a jamais fait mieux. Alors ça commence avec Alien, par exemple. Pour moi, je vais vous parler de ces séries que j'adore. Alien, c'est du pur génie. On y retrouve X, Newt, Ripley, enfin bon bref, c'est une vraie suite au film de James Cameron, et là, vraiment, on invente toute une nouvelle mythologie, je trouve ça génial, avec tous ces militaires qui veulent s'emparer des aliens, en faire une arme. Il y a un peu tout ce qu'on retrouvera par la suite dans la série, notamment dans le 4e volet de Genet. Donc bref, c'est excellent, moi je trouve ça passionnant. Et alors Alien, va y avoir un côté métal hurlant, enfin je vais dire métal hurlant SF à l'ancienne, parce qu'on va prendre ce concept d'Alien et on va le transporter dans plein d'univers différents. On va en faire une matière élastique qu'on peut étirer à l'infini. Alors il y a des choses qui sont réussies, d'autres que j'aime pas du tout. C'est collecté dernièrement en 4 magnifiques omnibus, enfin du moins en VO, mais je crois que Panini les a sortis aussi en France, et c'est fascinant. Alors maintenant c'est Marvel qui a repris les droits, parce que vous savez, Disney a racheté la Fox, donc voilà, Disney, ils ont récupéré un petit peu les droits de tout ça, donc Alien, Predator, tout ça, c'est eux qui les ont maintenant, mais du coup ils les rééditent, ils rééditent les anciens ouvrages de Dark Horse, et c'est juste fascinant de voir ça. Vraiment, il y a des trucs complètement dingues. On a fait appel à des créateurs comme Richard Corben, c'est en ça que je vous dis qu'il y a un côté métal hurlant très prononcé. Bref, c'est une vraie réussite que ces propositions aliens. Predator, c'est pareil. Predator, ça me faisait rêver. Le premier Predator, je crois qu'il arrive au début des années 90. Concrete Jungle, ça a été renommé comme ça plus tard. À la base, ça s'appelait Predator, puis plus tard, on l'a renommé comme ça, Jungle de béton. Comme par hasard, ça arrive avant Predator 2, et ça se passe dans une ville, comme quoi ça inspire beaucoup le cinéma, je pense, les comics Dark Horse. Vraiment, il y a de l'idée à chaque page. C'est fascinant. Alors, on trouve le frère jumeau de Dodge dans Predator, et puis on en fait un inspecteur de police. Là encore, on fait du Predator une matière élastique, on va pouvoir le déplacer au fur et à mesure des séries, des mini-séries, en Sibérie, en Russie, un peu partout, à différentes époques, et ça fonctionne. Bien entendu, on ne peut pas ne pas citer la série Alien contre Predator. Alors là, bien sûr, vous allez vous dire, ouais, bon, non, c'est magnifique, c'est complètement dingue, ils inventent tout, hein. Des Predators qui chassent des aliens, vous avez pas envie de lire ça? Moi, j'étais comme un dingue. Et là encore, il y a tout, hein. Il y a cette reine alien qui est enchaînée, qu'on force à pondre, on prend les œufs, on les envoie sur une planète, et après, on envoie des jeunes prédateurs pour se faire les dents et chasser de l'alien. Et puis, comme par hasard, les œufs vont tomber sur une planète avec une équipe de la Weyland Yutani, une jeune femme nommée Machiko. Alors là, il va y avoir toute sa trajectoire, ça va durer longtemps en plus, hein. On aura suivi Machiko pendant des années, elle ira sur la planète des prédateurs, elle vivra à leur contact. Enfin, c'était une histoire complètement dingue. Là, on commence à jouer un petit peu avec cette thématique des aliens qui prennent les caractéristiques des espèces dont ils naissent. Enfin bref, une pure réussite que ce Alien Predator. D'ailleurs, les films, moi je les défends, hein, bec et ongle. Plus parce que ce sont des adaptations de ces comics que de vrais films qui peuvent tenir la dragée haute au monument qu'était le Alien original, Aliens ou Predator. Mais ce sont des très bonnes adaptations des comic books. Bref, ça c'est réussi. La série Terminator, c'est génial. Il retourne à l'essence de Terminator. Vous savez, Terminator, bien avant Terminator 2, il décide de faire une suite au film. Et il y a plein d'idées encore dedans, il y a beaucoup d'idées. On voit arriver 2 Terminator, une Terminator, les 3 ensemble. On en voit 3 Terminator dans le passé, il va y avoir encore des poursuites, des batailles. C'est génial, c'est blindé d'idées, hein. Vous vous souvenez, dans Terminator, on dit « Ah bah non, on peut pas faire voyager d'armes, parce que seuls les Terminators peuvent voyager, parce qu'ils sont couverts de peau humaine. » Bah là, il n'y a pas de problème, hein. Ils prennent un résistant, ils lui ouvrent le bide et ils lui foutent une arme dedans. Donc on se retrouve avec des armes futuristes dans un Los Angeles fantasmé. C'est absolument génial. Et ça, c'est des idées que j'ai revues nulle part ailleurs, hein, ni dans les films, ni dans la série. Donc on invente plein de choses, ça fonctionne très très bien. Et on peut penser aussi à Star Wars. Et alors là, Star Wars, travail de fou, travail de titan, parce que Dark Horse aura là encore quasiment tout inventé, hein, tout simplement. Il y avait à l'époque une trilogie. Alors Marvel avait déjà fait des adaptations à une époque, et puis ça marchait un peu moins, et puis c'est Dark Horse
qui a racheté le bébé. Marvel, quand ils sont arrivés, au début, ils ont balancé ça alors que on maîtrisait mal le phénomène Star Wars. C'est arrivé Star Wars comme un rouleau compresseur. D'un coup, ça a tout explosé sur son passage. Il a fallu vite s'emparer des concepts créés par Lucas. Donc la série de comics Marvel l'a assez bien fait. Au début, je trouvais ça un peu moyen. On restait un petit peu avec ce Luke et son habit blanc et tout ça. Et puis très vite, on partait sur d'autres directions. Il y avait des très très bons épisodes. Mais là... Dark Horse, ils prennent le bébé, ils s'en emparent totalement, on invente des mythologies, on creuse 100 ans avant les événements du retour du Jedi, puis 1000 ans avant, on va chercher aux origines de la Force, il y a des grands story arcs, les Tales of the Jedi, aujourd'hui tout est réimprimé en omnibus américain, hein, chez Marvel forcément, mais c'est absolument fascinant. Alors en parallèle, il y avait des romans qui étaient écrits, mais il y avait aussi les séries de comics Dark Horse. Et là vraiment, il y a des choses magnifiques. Alors ça culminera avec Heir to the Empire, je crois qu'en France c'est l'Empire des Ténèbres ou un truc comme ça. Pour moi, ça restera la vraie suite au retour du Jedi, avec un Luke qui est corrompu par la Force, qui va se retrouver à se battre contre Leia. Il y a vraiment le retour de l'Empereur déjà à l'époque, le retour de Boba Fett, il y a une nouvelle arme qui est créée par l'Empire, qui est absolument incroyable, avec cette espèce de station spatiale qui peut lancer des projectiles à travers l'hyperespace et viser n'importe quel objectif dans la galaxie, donc pour faire régner à nouveau un climat de terreur. Enfin, c'est blindé d'idées, le dessin est génial. Alors, en toute honnêteté, je me demanderai toujours ce qui s'est passé à cette époque-là, parce qu'on a un premier chapitre, Dark Empire, un second Dark Empire 2, vraiment magnifique les deux, et puis à la fin, on a deux petits volumes, Empire's End, on a l'impression que ça a été fait à la va-vite, le dessin répond plus présent, c'est histoire de conclure le truc rapidement, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas s'il fallait rendre les clés de la maison ou quoi, mais la conclusion s'effondre un petit peu, mais bref, ça reste quand même chaud, hein. Crimson Empire, c'est génial, il y a plein de trucs comme ça, qui sont absolument monumentaux pour les fans de Star Wars que nous sommes. Bref, vous l'aurez compris, Dark Horse, ça fourmillait d'idées, hein. C'est Marvel qu'on appelle la maison aux idées, ça pourrait être Dark Horse, on s'emparait de plein de phénomènes de la pop culture, on en faisait autre chose, et là je vous ai cité que quelques noms, hein, mais ils ont touché aussi à Buffy, ils ont fait des suites, à The Thing, quand on se dit « Ah, faut pas toucher à The Thing de Carpenter », bah ils l'ont osé, hein. Une suite avec McCready, et c'était génial, c'était juste génial. Ils ont vraiment fait plein de trucs, Dark Horse, qui méritent qu'on se penche un petit peu sur leur bibliographie, regardez un petit peu tout ce qu'ils ont fait, c'est absolument hallucinant. Je vous dis aujourd'hui, quasiment tout est réédité, il y a des choses qui sont quand même plus difficiles à trouver, parce qu'à un moment, ils ont lancé même des crossovers complètement hallucinants, des Batman Predator, ça on va en parler prochainement, des Superman Aliens, JLA Aliens, ils ont culminé à un moment avec Alien, Prometheus, Predator. Et là vous allez vous dire n'importe quoi, ça fonctionne magnifiquement bien, c'est génial, mais vraiment c'est génial. On prend tout ce qui est bon chez les ingénieurs, et puis les Predators, les aliens en plein milieu, et ça fait une histoire qui fonctionne du feu de Dieu. Bref, il me faudrait 3 heures pour parler de tout ce que Dark Horse a accompli en quelques années, c'était monumental, avant que, bien sûr, tout le monde se dise « Ouais, il y a quelque chose à faire », et reprennent le bébé. Ils ont touché aussi à Conan, hein, ils ont fait beaucoup de Conan, à un moment où Marvel, c'est fini, vas-y, rachète les droits pour une bouchée de pain, ils ont racheté Conan, et ils en ont fait autre chose, c'était vraiment magnifique ce qu'ils ont fait, donc bref, ils ont fait énormément de choses. Il faut quand même comprendre le marché, encore une fois, du comics aux États-Unis. En 2006, Dark Horse est la 3e maison d'édition aux États-Unis. Et là, vous vous dites, oh, c'est incroyable cette trajectoire. C'est incroyable. Ils sont la 3e maison d'édition aux États-Unis avec 6% du marché. En gros, vous avez 35% chez DC, 35% chez Marvel, et eux, ils ont 6% du gâteau. Mais ils sont considérés comme un grand, parce que les deux autres sont tellement immenses que quand vous avez 6% du marché du comics aux États-Unis, vous êtes devenu quand même quelqu'un. Alors Dark Horse, maintenant, c'est véritablement une multinationale, hein, c'est cristallisé un peu partout. Il y a Dark Horse pour les jeux vidéo, Dark Horse pour les adaptations au cinéma de leurs projets, Dark Horse c'est un peu partout. Ça a été racheté il n'y a pas longtemps. En 2022, ça a été racheté par une compagnie suédoise. Je crois que le nom de la compagnie c'est Embracer Group, mais bon, ça a été racheté pour une belle somme, je crois. Il y avait Netflix, Disney qui étaient sur les rangs, bien entendu. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose à racheter, on entend parler de Disney. Mais voilà, Dark Horse continue à exister sous une autre forme. Mike Richardson, il est toujours là, et moi, ils m'auront fait rêver, parce que véritablement, au moment où j'ai commencé à chercher des comics en VO, c'était à cause notamment de cette adaptation de Predator. Je voyais cette affiche un peu partout, cette couverture de comics qui me faisait rêver. Ils ont des comics Predator, comment on peut les avoir en France? Et je pensais même pas pouvoir les lire un jour. Vous voyez, c'était un rêve, j'étais là, mais pourquoi? Comment le trouver? Et c'est cette époque où j'ai trouvé des petits magasins qui pratiquaient l'import, où j'ai ouvert mon premier dico anglais-français, et puis je me suis mis à lire mes comics avec le dico à côté. Mon frangin faisait pareil, voilà, c'est comme ça qu'on a découvert ces comics à l'époque. Voilà, ça me faisait très plaisir de parler de Dark Horse, ça fait un moment
vraiment longtemps que je voulais parler de Dark Horse Comics, parce que ça va nous amener à parler de tout un tas d'autres choses, et maintenant je vais pouvoir le faire en vous renvoyant à cette émission. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, j'espère que ça vous aura plu de parler de cette compagnie. Je sais pas si vous avez lu certains comics, si pour vous c'est pas très intéressant, mais je le répète, il y a des excellentes choses, même quand on est fan de Cinoche et qu'on a envie de voir un peu ces univers développés, il y a des très très bonnes adaptations dans Terminator, dans Predator, dans Aliens. Bref, c'est du petit caviar, et là je vous en ai cité que quelques-unes, mais il y a même des trucs complètement incongrus comme Robocop contre Terminator, et ça c'est Frank Miller qui l'a fait, ça a été réédité il n'y a pas très longtemps par Vestron, donc voilà, du tout bon. Bon, cette fois on se quitte vraiment, comme quoi voyez, soyez curieux, allez fureter un petit peu dans les boutiques de comics, regardez un petit peu ce qui est réédité, fureter dans les omnibus, dans les recueils un petit peu de ces BD d'un autre âge, mais qui pour moi reste vraiment jouissive. Et c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. Comme d'habitude, profitez de tout, éclatez-vous, et moi je vous dis à la prochaine, ici, sur cette même chaîne. Ciao!